Voilà, un support qui est droit, qui est régulier, qui a la bonne largeur et qui est un bon module en fait pour fabriquer une pointe à cran. Voilà. Je suis en train de faire du façonnage à la pression avec un instrument qui s'appelle un compresseur. On enlève des petites lamelles qui vont permettre de donner de faire que la pointe soit droite, quoi. Hein, voilà. Et puis une fois ce travail fait, on va commencer le façonnage proprement dit, qui est le façonnage de la pointe et le façonnage du pédoncule, c'est-à-dire de la base amincie de cette pointe. Ici, vous avez les pointes qui viennent de la couche solutréenne de la grotte de Compsognières. Celle-ci a été réalisée sur un matériau qui est identique et à la lumière des connaissances et des solutions qu'a découvertes Serge et qui ont été progressivement élaborées, il est possible maintenant, en comparant cette référence aux populations archéologiques, d'obtenir de l'information sur la manière dont elles ont pu être fabriquées et remonter donc aux techniques de la fabrication de ces objets. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser cet objet que je te remets. Oui. Parce qu'il n'est pas encore référencé. Hugues, ta manière. Montage. Allons-y. La pointe est prête et enregistrée, je peux la montrer? Oui, c'est bon. T'es pesé, ouais. Okay. C'est bon. Un des avantages du système adopté par les solutréens dans la fabrication de ces pointes, c'est qu'elles permettent une certaine variation de largeur et donc peuvent se monter assez facilement. Donc là, nous avons d'abord collé la pointe avec une colle faite selon des recettes bien connues ethnographiquement. Il s'agit d'un mélange de résine de pin, de cire d'abeille et d'une charge d'ocre qui a été mise dedans pour consolider l'ensemble. Et après, nous allons appliquer du tendon. Alors ce montage, en associant la colle et le tendon, a été retenu après l'examen des pièces archéologiques et la façon dont ces pièces sont cassées. Donc il importe maintenant de le recouvrir de résine pour lisser, pour avoir quelque chose qui n'offre pas d'aspérité. Ces éléments à l'état naturel sont solides et il importe de les chauffer pour les mélanger. Donc là maintenant la pointe est fixée. Il va falloir la laisser refroidir et elle pourra être retirée. On ne retrouve que des fragments de pointe. Le reste des projectiles, le bois, les plumes, a disparu. Les archéologues doivent alors imaginer la partie manquante de l'outil. Le projectile expérimental va être tiré jusqu'à ce que la pointe se brise. Dans les gisements comme celui de Compsognières, la plupart des pointes à cran que nous avons retrouvées sont fragmentées. Rares sont les spécimens, comme celui-là, qui sont intacts ou pratiquement intacts. Ces pointes que l'on retrouve cassées dans les gisements, parfois dans des états de fragmentation importants, comme ces spécimens-là, ces pointes peuvent avoir été cassées de différentes façons. Elles peuvent avoir été cassées à la fabrication, elles peuvent avoir été cassées accidentellement, par piétinement, mais elles peuvent aussi avoir été cassées à l'usage. Elles se fragmentent aussi d'une façon particulière dans la morphologie de la cassure. Voici un élément expérimental qui a cassé à l'impact et qui présente une charnière de cassure comparable à ce que l'on peut observer aussi sur la pièce archéologique. Et ces pièces sont des pointes de projectiles et uniquement des pointes de projectiles. Ces pièces-là n'ont pas servi parallèlement de couteau. Dans le cadre de l'interprétation des pointes de projectiles que nous avions en grand nombre à Compsognières, s'est posée immédiatement la question du mode de lancer. Au même titre que l'utilisation de l'arc, il y avait la question du propulseur. La question du propulseur approché a été confortée, corroborée en quelque sorte par la découverte, effectivement, d'un petit crochet de ce type-là en bois de renne, qui est un crochet de propulseur
potentiel, il porte les traces caractéristiques. Nous avons utilisé une réplique de ce type où effectivement cet élément très résistant est inséré dans un manche fonctionnel. Le modèle fonctionnel du manche s'est inspiré directement des modèles de propulseurs australiens ou amérindiens que l'on connaît. On a simplement utilisé ce propulseur accroché pour déterminer la vitesse des projectiles que nous utilisions. Une fois cette vitesse calibrée, en utilisant un certain nombre de méthodes, on a utilisé plutôt un appareil qui permettait de lancer régulièrement tous les types de projectiles à la même vitesse et dans les mêmes conditions. Pour fixer le maximum de paramètres pendant l'expérimentation, on a utilisé des fûts standards. Et ce qui s'est avéré le plus pratique, c'est d'utiliser comme ça un morceau de bois travaillé mécaniquement, un morceau de métal, c'est pas une hérésie, un morceau de métal dans lequel on va fixer la pointe active, celle qui va aller percuter la carcasse. Voilà. Qui se termine donc par cette pointe en silex, qui est une réplique exacte de celle qu'on va rencontrer dans le gisement. Et bon. Plus d'une centaine de projectiles ont été tirés sur des carcasses de petite et de grande taille, comme on le voit sur ce document. Alors, on est où? On teste d'abord la pénétration. Alors en général on cible sur les parties molles, par exemple la panse ou des masses musculaires. Et là, en mesurant immédiatement la profondeur de pénétration, on a une idée de la pénétration dans les chairs. Et après on teste sur différentes qualités d'os. C'est pour ça qu'on a besoin d'un engin qui est très précis. Alors on fait par exemple des séries de tirs sur les côtes pour voir comment ce type d'os plat va se fracturer. On a récupéré tous les ossements de ces animaux et observé en détail toutes les fractures qui étaient présentes sur les os. Par exemple, ici sur une vertèbre ou sur une omoplate, où l'on voit fiché à l'intérieur de l'os un fragment de pointe en silex, un fragment de pointe à cran. Ensuite, à partir de l'observation détaillée de ces impacts, on a pu essayer de rechercher dans le matériel archéologique du gisement de Compsognières si des fragments de pointe avaient pu laisser des lésions dans les os. On a eu la chance de découvrir un seul os, un unique os, où il y avait effectivement un fragment de pointe planté à l'intérieur. Il s'agit d'un morceau d'omoplate de cheval, un tout petit fragment qui correspond donc à cette partie antérieure de l'omoplate et qui permet de supposer que le tir du chasseur était fait en position frontale par rapport à l'animal. Tu as des outils toi, pour accorder cet aspect là, qui est... Nous avons les fragments à la fois de l'extrémité pointue et de la base, donc il n'y a pas de... c'est pas aberrant de penser que les fûts ont été rapportés au campement pour être, réarmés, mais les pointes, la partie pointue, comment est-elle revenue? Elle est revenue avec le gibier. Oui, alors, si elle est revenue, oui, on a beaucoup de gibier, mais on raccorde pas, on ne reconstitue pas les pointes. Il devrait y avoir moyen de raccorder ces choses-là. Je suis moins optimiste que vous de ce côté-là. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'illusion de pouvoir remonter ça. Une pointe de projectile, ça ne s'utilise pas là où ça fabrique. Donc de fait, elle peut s'utiliser à 50 km, à 100 km, à 50 mètres en haut, en bas sur le versant, donner à un autre groupe, échanger. Ça, ce sont les modèles que l'on connaît chez les chasseurs-collecteurs. À ce titre-là, il ne faut pas s'attendre à remettre la pointe en relation avec ce qui est dans le gisement. C'est d'autres modes d'approche qu'il faut développer pour ça. C'est là-dessus, moi, que je m'interroge. Sans attendre à faire la totalité des raccords, j'imaginerais quand même qu'on en ait un certain nombre qui montrent que les parties et les extrémités pointues soient revenues au même endroit que les bases. On en a certainement plus que... Oui, mais par rapport on a combien de centaines de pointes, de fragments? 400. Et on fait combien de raccords pour l'instant? 10. Voilà. Tous ces projectiles, toutes ces pointes de projectiles sont fracturées. Il est donc clair qu'elles sont présentes dans ce gisement après utilisation et non pas avant utilisation. Elles ont donc été soit démanchées, soit récupérées dans le gibier. Par ailleurs, ce gibier est essentiellement constitué de rennes. Donc c'était des chasseurs de rennes, mais utilisant une panoplie d'armes de chasse variées. Les catégories de pointes de projectiles, leur état d'abandon dans le gisement
nous permettent de formuler des hypothèses sur le mode de vie de ces chasseurs au niveau territorial. Il est clair que c'est un site satellite de grands sites qui se situent ailleurs. Ce n'est pas un lieu d'habitat permanent. Ce n'est même pas un lieu d'habitat temporaire avec une organisation spatiale et structurée. Donc si vous voulez, à partir de l'industrie lithique, on a une vision un peu plus globale d'une société en fonctionnement, en vie, dans son contexte.